Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'autoritarisme, de laxisme et d'éducation positive, respectueuse, bienveillante, appelez-la comme vous voulez. Il me paraît important de faire cette vidéo puisque force est de constater qu'il y a énormément d'amalgame entre l'éducation positive et le laxisme. On a tendance à penser que sans autoritarisme, eh bien il n'y a pas d'éducation. Enfin bon bref, j'avais vraiment envie de faire le point là-dessus. Alors commençons par l'autoritarisme. Avec l'autoritarisme, le but recherché est l'obéissance de l'enfant. On part du principe que l'adulte a raison et l'enfant doit obéir à l'adulte. L'adulte impose sa volonté à l'enfant. Et si l'enfant n'obéit pas, eh bien alors il sera puni. Donc on va obtenir l'obéissance par des punitions, des menaces. Et donc dans ce mode de fonctionnement, le parent est gagnant et l'enfant est perdant, puisque le parent impose toujours sa volonté sur celle de l'enfant. Et l'enfant, il n'a pas vraiment son mot à dire en fait. Alors les répercussions de ce type d'éducation, eh bien déjà c'est très mauvais pour la relation parent-enfant, puisque l'enfant, même s'il obéit par la contrainte, du coup, va probablement nourrir de forts ressentiments envers son parent, il va ressentir des sentiments d'injustice, il ne va pas se sentir écouté, il ne va pas se sentir compris, et donc, eh bien, il va petit à petit couper la communication, et donc à plus long terme, eh bien, ça peut être vraiment mauvais pour la relation. Combien de parents, d'adolescents se plaignent que leur ado ne leur parle plus, ne lui parle pas de ses problèmes, ne se confie pas, qu'il le voit peu, surtout pendant les repas, et puis c'est tout. Enfin, souvent, on entend que des parents se plaignent de cette non-communication, mais comment est-ce qu'ils pourraient avoir envie de le faire arriver à l'adolescence si on ne les a pas encouragés à le faire petit, si on ne les a pas écoutés? Et l'enfant va perdre confiance en ses parents puisqu'il ne va pas se sentir compris ou écouté. Il peut aussi perdre confiance en lui-même. La deuxième conséquence, c'est que en fait, on décide de tout pour l'enfant. On part du principe que l'adulte a toujours raison, l'enfant a toujours tort, et l'enfant doit faire ce que l'adulte demande. Et donc, l'adulte a tendance à tout décider à la place de l'enfant. Donc, du coup, on ne lui apprend pas à réfléchir par lui-même. On ne lui apprend pas à se responsabiliser. Finalement, il va toujours faire ce que les adultes lui demandent. Et il va pas trop se poser la question du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'on agit ainsi. Et si on ne prend pas le temps de lui expliquer, eh bien, du coup, il ne se responsabilise pas du tout. Et en l'absence d'adulte pour lui dicter sa conduite, eh bien, il ne saura pas bien agir. Et s'il ne se sent pas surveillé, il pourrait même faire exactement le contraire en se disant que là, il n'y a personne pour surveiller, donc il va en profiter. Finalement, il apprend surtout à ne pas se faire prendre. Mais il n'apprend pas à bien agir par lui-même. Il n'a pas la motivation intérieure de bien agir parce que s'il ne comprend pas bien le sens des consignes, alors il n'y a aucun intérêt pour lui à les respecter. Donc finalement, l'enfant va se soumettre ou parfois se rebeller, donc ça dépend des enfants, et il y en a qui vont pas du tout supporter ce contrôle sur eux, et donc qui vont plutôt faire le contraire de ce qu'on leur demande pour prouver qu'ils ont aussi un pouvoir de décision, pour prouver qu'on ne peut pas les contrôler. Donc dans ce cas, on obtient l'effet inverse de celui recherché, et en plus le parent, eh bien, pour parvenir à ses fins, s'il reste dans cette dynamique-là, il va être obligé de se montrer de plus en plus autoritaire, donc de plus en plus violent. C'est comme ça qu'on en arrive à des sanctions violentes, vraiment violentes, comme la fessée par exemple. Je pense pas que les parents se disent dès le départ qu'ils vont donner des fessées, mais peut-être qu'au début ils utilisent des méthodes plus douces. Ils se disent bon bah on va le mettre au coin, on va hausser la voix, etc. Et puis quand ça ne fonctionne plus, il faut mettre une petite tape sur la main. Et puis quand ça ne fonctionne plus, eh bien on est obligé de crier encore plus fort et de mettre la fessée. Et le parent ne s'en sort pas. Et l'enfant est victime de plus en plus de violence, et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc là on entre vraiment dans le rapport de force. Évidemment c'est très mauvais pour la relation parent-enfant, et du coup ça nous amène au cinquième point, c'est que le parent peut se sentir fatigué de devoir agir violemment comme ça constamment face à un enfant qui résiste, et il peut en avoir marre et il peut se sentir triste aussi de voir cette relation se dégrader, et donc il peut être aussi tenté de tomber dans le laxisme régulièrement en laissant faire des choses qu'il n'aurait pas laissé faire avant parce qu'il en a marre de punir toute la journée, de crier toute la journée. Donc du coup on oscille entre autoritarisme et laxisme, et bien forcément ce n'est pas bon du tout. Alors ensuite il y a le laxisme, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant décider de tout, on ne lui fixe aucune limite
limites, on ne communique pas sur nos propres limites surtout, et sur les règles de bon vivre ensemble. On lui laisse faire absolument tout ce qu'il veut sans ne jamais rien lui dire. Donc là, dans ce cas précis, c'est le parent qui est toujours perdant et l'enfant qui est toujours gagnant puisqu'on lui laisse faire exactement ce qu'il veut. Donc le problème, c'est que c'est très insécurisant pour l'enfant puisque l'enfant, il ne sait pas comment le monde fonctionne, il cherche à comprendre les règles de vie commune, et si on ne lui explique pas, il ne peut pas deviner. Donc c'est comme si on le laissait livrer à lui-même, comme si on l'abandonnait, comme si on abandonnait notre propre rôle de parent, qu'on était démissionnaire de ce rôle. L'enfant se retrouve face au monde qu'il ne comprend pas forcément et on ne lui donne aucun repère. Et en plus, le parent, à force de perdre tout le temps, à force de prendre sur lui tout le temps, parce que forcément l'enfant va empiéter sur ses propres besoins à un moment donné ou à un autre, donc s'il ne lui dit pas, il risque d'accumuler énormément de frustration, de ressentiment, peut-être même envers son enfant, jusqu'à exploser sur lui et là tomber dans l'autoritarisme. Il va se mettre à hurler d'un coup parce qu'il en peut plus, et donc du coup, encore une fois, on va osciller entre autoritarisme et laxisme, et tout ça n'est pas bon du tout, ni pour l'enfant, ni pour l'adulte, et ni pour la relation entre les deux. Alors maintenant, l'éducation positive, bienveillante ou respectueuse, la logique est tout à fait différente puisque l'objectif n'est pas de faire obéir l'enfant déjà. On part dans une toute autre dynamique, on respecte l'enfant en tant que personne. On essaye vraiment de le voir comme une personne, comme nous, et de le respecter de la même manière comme on le ferait avec un adulte. On essaye de sortir de nos schémas adultistes où on pense que l'adulte a toujours raison sur l'enfant, et on prend le temps d'écouter l'enfant, ses ressentis, ses émotions, ses points de vue aussi. On est ouvert à la discussion avec lui et on cherche à établir des solutions gagnant-gagnant. On oublie le schéma gagnant-perdant. On cherche à ce que tout le monde soit content, on cherche à trouver un équilibre des besoins, entre les besoins du parent, les besoins de l'enfant, et chacun apprend à communiquer sur les besoins, et on cherche à trouver des solutions qui correspondent à tout le monde. Il ne s'agit en aucun cas de se sacrifier pour son enfant, de mettre de côté absolument tous ses besoins. Au contraire, on cherche à communiquer sur nos propres besoins et à trouver des solutions qui nous conviennent à nous aussi. Donc je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, l'autre soir, au moment de se coucher, mon fils me sort son coffret des animaux des continents qu'il adore et il me demande à faire cette activité avec lui. Donc moi j'adore faire cette activité avec lui évidemment, sauf que là c'était vraiment le moment d'aller se coucher. Je savais qu'il était un petit peu fatigué. Je savais aussi qu'il avait école le lendemain et que si on passait ce temps à faire cette activité, eh bien il n'arriverait pas à se lever le lendemain et ce serait très difficile. Sa petite sœur qui est bébé, qui se couche en même temps que lui, commençait à avoir un grand besoin de moi aussi pour s'endormir, donc il fallait vraiment qu'on aille bientôt à la chambre pour avoir ce moment au calme avec tout le monde. Et je savais que cette activité, on y passe en moyenne 1 heure à chaque fois, donc là clairement si ça avait été quelque chose de 5-10 minutes, à la limite pourquoi pas, mais là 1 heure c'était vraiment pas possible. Donc j'ai communiqué ces soucis-là à mon fils, et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché une solution alternative qui conviendrait à tout le monde. Et ce qu'on a fini par trouver, c'est qu'on a noté qu'on allait le faire le lendemain, juste en rentrant de l'école. Donc on l'a écrit en gros je l'ai écrit en gros sur un papier qu'on a scotché sur le placard dans sa chambre pour ne pas oublier. Et comme ça, lui, il était content parce que son besoin avait été pris en compte, il savait que ce moment on allait le passer ensemble très prochainement, et moi j'étais contente aussi puisque ça n'allait pas retarder le moment du coucher et ça n'allait pas avoir toutes les conséquences que je disais avant, les enfants qui pleurent de fatigue, le lever est difficile le lendemain matin, etc. Un autre exemple, un soir, encore une fois, on était à table et puis mon fils prend mon verre et verse de l'eau dans son verre, et puis il reprend l'eau et il la reverse dans mon verre. Donc là je lui ai expliqué que moi ça me plaisait pas trop, et puis j'ai essayé de comprendre pourquoi il faisait ça. Et en fait il avait envie de transvaser de l'eau, c'était un besoin chez lui, moi je l'ai perçu comme ça, un besoin de transvaser. C'est une tâche importante pour un enfant qui demande beaucoup de concentration, de volonté. Donc je respectais ce besoin-là de transvaser, je lui ai dit, le problème c'est que moi ça me posait un problème que ce soit avec mon eau que j'étais censée boire l'eau de mon verre. Donc on a cherché une solution pour respecter les besoins de chacun, que lui il puisse transvaser tranquillement et que moi je puisse boire mon eau, et puis que ce ne soit pas forcément au moment du repas parce que moi ça me posait un problème aussi. Donc finalement on a convenu qu'on allait terminer le repas
normalement, et qu'à la fin du repas, j'allais lui préparer un petit plateau avec de l'eau à transvaser avec des verres sur la table basse. Comme ça, lui, il pourrait transvaser tranquille pendant que je débarrasse. Et qu'une fois que j'aurais débarrassé, on allait monter pour le rituel du soir. Donc lui, il était content puisqu'il allait pouvoir faire ses transvasements. Et moi, j'étais contente aussi puisque au final, bien, c'était pas avec mon verre, ce n'était pas pendant le repas. Et puis, je savais qu'on avait fixé un petit peu une limite dans le temps, que ça n'allait pas durer 1 heure et qu'on allait monter quand j'aurais fini de débarrasser. Donc finalement, ça ne me demandait pas de temps en plus. On n'allait pas perdre de temps et ça n'allait pas retarder le rituel du soir. Donc encore une fois, on a trouvé une solution gagnant-gagnant. Si j'avais été laxiste, je l'aurais laissé se servir de l'eau de mon verre alors que ça ne me convenait pas. Si j'avais été autoritaire, je lui aurais dit d'arrêter et s'il avait continué, j'aurais dû utiliser une menace de punition par exemple. Mais là, on a pu trouver une solution gagnant-gagnant. Un troisième exemple, à un moment donné, il refusait de se laver les mains en rentrant de l'extérieur, de dehors, de l'école. C'était un gros point difficile, il ne voulait pas se laver les mains en rentrant. Et pour moi, c'était un problème puisque j'estime que voilà, il avait plein de microbes sur ses mains après sa journée à l'école et qu'avant d'aller toucher à tout dans la maison, c'était important pour moi qu'il ait les mains propres. Donc j'avais beau lui expliquer les règles d'hygiène, etc. Ça ne suffisait pas. Donc finalement on a cherché une solution gagnant-gagnant et j'ai compris en discutant avec lui qu'il n'aimait pas parce que l'eau éclaboussait partout et que ça lui posait problème. Et donc on a trouvé une autre manière de se laver les mains qui lui convenait. Pendant toute une période, eh bien, je remplissais un petit peu l'évier avec de l'eau, il trempait ses mains, il mettait du savon, il rinçait ses mains et voilà, ses mains étaient propres, donc moi j'étais contente et lui il était content parce que la manière de se laver les mains lui convenait mieux. Donc on a encore une fois trouvé une solution gagnant-gagnant. En autoritarisme, j'aurais dit tu te laves les mains et puis c'est tout, et puis tu discutes pas, et puis si tu discutes tu seras puni. Et en laxisme, eh bien, je l'aurais laissé ne pas se laver les mains, j'aurais abandonné l'idée qu'ils doivent se laver les mains en rentrant de l'école. Mais là, c'était une solution gagnant-gagnant et tout le monde était content. Alors en éducation positive et respectueuse, quand il n'est pas possible de trouver une solution gagnant-gagnant, puisque des fois ça peut ne pas être possible, si jamais vraiment on doit décider pour l'enfant quelque chose et qu'on ne peut pas en prendre en compte ce qu'il dit, qu'on ne parvient pas à trouver une solution pour les deux. Donc si on doit vraiment décider pour l'enfant, on va toujours au moins accueillir ses émotions. Si on doit tenir une position ferme, un refus par exemple, on va accueillir ses émotions. Donc par exemple, si on est dans un supermarché, que notre enfant veut acheter des bonbons et qu'on refuse, eh bien il ne s'agit en aucun cas de lui donner les bonbons parce qu'il pleure, ça ce serait du laxisme. Il ne s'agit pas non plus de le rabaisser, c'est juste qu'on va maintenir notre refus, mais tout en accueillant son émotion et en respectant ce qu'il ressent. Oui, c'est dur, oui, tu es frustré, oui, tu aurais vraiment aimé ces bonbons. Donc on est vraiment dans l'empathie et dans l'accueil des émotions. Et on cherche à respecter l'enfant toujours. Excusez-moi pour l'interruption, j'ai ma fille qui dormait dans mon dos qui s'est réveillée, donc je vais essayer de terminer comme ça, vous l'entendrez peut-être un petit peu derrière. Oui, donc je disais que l'esprit de la discipline positive ou l'éducation respectueuse, peu importe comment on l'appelle, est totalement différent. Déjà, on va respecter l'enfant en tant que personne, on va toujours considérer ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous expliquer, on va essayer d'être à son écoute, on va le considérer comme une personne, comme on considère un adulte et le respecter dans sa personnalité. Et puis, on ne va pas chercher son obéissance, on ne va pas chercher à le faire obéir, on va chercher à obtenir sa coopération consciente. Donc c'est bien différent puisqu'on va chercher à l'amener à faire consciemment les choses. Et si ce n'est pas possible d'une manière, on va en discuter pour trouver une autre manière qui convienne à tous, hein, comme je disais. On va penser coopération et non obéissance. Et ça fait une énorme différence. Donc pour approfondir l'esprit global de ce type d'éducation, je vais vous mettre en dessous le lien vers un article que j'avais écrit sur le sujet, puisque là je ne vais pas pouvoir développer bien sûr tous les aspects dans cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Donc je vous mettrai le lien et je vais aussi vous mettre le lien vers un article que j'avais écrit sur la différence entre éducation bienveillante et laxisme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.